Bonjour tout le monde, puis bienvenue à l'atelier Mieux intervenir lors des transitions chez les élèves issus de l'immigration. Donc, comme mentionné par ma collègue Marlène, je m'appelle Émilie Tessier. Je suis présentement conseillère à la Fédération des centres de services scolaires pour le dossier des SASAP, qu'on appelle les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français. Je suis arrivée officiellement à la Fédération en janvier. Avant, j'ai été enseignante de francisation, principalement au centre de services scolaires de la capitale, pendant une période d'environ une dizaine d'années, près de 14 ans en fait. J'ai ensuite été conseillère pédagogique aussi à la francisation à ce même centre de services scolaires-là pendant une période de 5 ans, pour ensuite être aussi conseillère en matière d'accueil et de francisation à la direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle au ministère de l'Éducation pendant une période de 2 ans. Puis, me voici aujourd'hui maintenant comme conseillère à la Fédération aussi pour ce même dossier. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin pour discuter des transitions qui sont vécues par les élèves issus de l'immigration. Parce que vous savez peut-être, mais nos élèves issus de l'immigration vont vivre plusieurs transitions avant même d'intégrer le système scolaire québécois. Ce sont des transitions qui vont avoir une influence quand même importante sur leur parcours scolaire, qui peut représenter des moments clés aussi dans leur intégration à l'école, mais aussi à la société québécoise. Puis comme il y a plusieurs pratiques de transition en place dans vos milieux qui peuvent très bien répondre aux besoins de ces élèves-là, l'atelier d'aujourd'hui va aborder les transitions d'abord dans un sens qui est plus large, mais comme il existe aussi des particularités dont on doit tenir compte pour ces élèves, mais on va aussi aborder des aspects qui les concernent spécifiquement. Puis pour vous inspirer, comme Marlène l'a mentionné, j'ai invité 3 centres de services scolaires qui vont vous présenter des pratiques concrètes qu'ils ont mis en place dans leur milieu. Donc, la thématique des transitions puis du changement, elle revient très souvent tant dans le monde de la psychologie que dans celui de l'éducation. Il y a beaucoup de chercheurs qui se sont penchés sur ce sujet-là. Il existe beaucoup de théories aussi à ce sujet. Aujourd'hui, par contre, on va prendre un instant pour regarder quelques éléments qui sont proposés par un auteur qui s'appelle William Bridges. C'est un auteur qui est reconnu dans le domaine des transitions puis de la gestion du changement, qui sont 2 éléments dont on parle souvent ensemble là, quand il est question des transitions. Donc, Bridges fait une distinction que je trouve vraiment intéressante entre le changement et la transition. Il va définir le changement, en fait, comme étant un élément qui est extérieur à nous, puis qui dépend d'une situation. Alors que la transition, elle, c'est plutôt le processus psychologique qui va permettre de s'adapter aux nouvelles situations que le changement va provoquer. On sait que certaines personnes vont réagir très bien au changement, alors que pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Le changement, c'est pas tant un problème en soi, mais c'est plutôt la transition qui, elle, peut le devenir si on n'en prend pas soin. Bridges va expliquer qu'il y a 3 grandes phases dans une transition. Il y a d'abord le deuil, il y a la neutralité, puis il y a aussi le renouveau. Puis il souligne quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Il dit que toute transition débute par une fin, mais se termine par un début. Ça, vous allez voir au cours de la présentation, ça va prendre tout son sens. La première phase, c'est effectivement celle du deuil. Ça l'implique de laisser aller ce qui était familier, ce qui était sécurisant pour nous, ce qu'on connaît bien. Ça va nous mener, par contre, à la seconde phase qui peut être beaucoup plus inconfortable, qui s'appelle la phase de la neutralité. C'est là qu'on est comme en appropriation du changement. C'est comme, en fait, quitter ses anciennes pantoufles et essayer de casser des nouveaux souliers. Il n'y a rien de vraiment confortable dans ça. On s'adapte, on s'ajuste, mais c'est quand même difficile à ce stade-là de voir tout le positif qui pourrait ressortir, en fait, du processus. C'est aussi une phase où est-ce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a du découragement, puis des fois, ça donne envie d'abandonner. C'est donc à ce niveau-là, dans cette phase-là, qui est vraiment très important d'être bien entouré. Puis, en fait, on termine avec la phase du renouveau, qui est la phase préférée, parce que c'est une phase qui va vraiment nous ramener dans une zone de confort. Donc, c'est à ce moment-là que finalement, on peut voir que le changement a été bénéfique,
même si on a quand même investi beaucoup de temps puis beaucoup d'énergie. Puis en plus, bien souvent, on est même prêt à recommencer encore le processus. Bridges souligne aussi que ben, il n'y a pas de temps précis pour chacune des phases, mais elles sont toutes importantes pour permettre de bien vivre les transitions. Il souligne aussi que ben, les personnes, puis les organisations qui vivent le mieux les transitions, puis les changements, ben, sont celles qui gèrent le mieux les transitions. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est des transitions scolaires? Legendre va nous dire que la transition scolaire, ben, c'est la période de temps pendant laquelle le jeune va s'ajuster graduellement à son nouvel environnement, son environnement tant social, physique que humain. Les transitions vont être marquées par des changements qui sont importants puis qui sont significatifs pour les jeunes. Ce sont des changements qui sont souvent accompagnés de défis qui vont être de différents ordres. On a, par exemple, des défis d'ordre. Là, les parents, eux autres, ça ne sera pas long. Émilie, on va essayer de fermer les micros. C'est beau. Le micro a été désactivé. C'est beau, parfait. Il y a des défis qui vont être d'ordre psychologique, hein, comme la gestion du stress. Puis moi, quand j'ai entendu ça, ça me fait beaucoup penser à quand on passe du primaire au secondaire, puis là, on stresse à l'idée de, mon Dieu, comment je vais faire pour être capable de débarrer mon fameux cadenas combine. La gestion de la pression aussi ou de l'adaptation, hein, comment je vais faire pour me retrouver dans une grande école de 3000 élèves. Des défis aussi d'ordre scolaire, hein, comme s'adapter à des nouvelles méthodes d'enseignement, des nouveaux enseignants, des attentes, puis une charge de travail qui parfois deviennent plus élevées, une gestion du temps qui va être complètement différente, une gestion des routines aussi qui sont complètement différentes. Peut-être qu'à la base, je marchais pour aller à l'école, mais là, dans la transition que je vais vivre, je vais être obligée de prendre l'autobus. Des défis aussi d'ordre social, comme nouer des nouvelles amitiés, je change d'école, je perds mes amis, trouver sa place aussi dans un nouveau groupe. Donc, être le plus vieux d'une école, puis se ramasser soudainement le plus jeune d'une école, faut comme retrouver un petit peu sa place à l'intérieur d'un nouveau groupe. Faut savoir aussi s'intégrer. Ça peut être stressant, puis ça demande un temps d'adaptation. Les élèves qui, à la base, éprouvent des difficultés à s'adapter, ben, ils vont être plus susceptibles de se désengager, puis parfois même de décrocher. Une bonne préparation puis un soutien qui est adéquat, tant de la part des enseignants, des parents, puis même des pairs. C'est ce qui va aider les élèves, en fait, à s'adapter plus facilement à leur nouvel environnement scolaire. Il y a aussi Declercq qui nous rappelle que ben, les transitions scolaires, ça va vraiment au-delà du simple passage d'un ordre d'enseignement à un autre. Ça comporte beaucoup de défis d'adaptation, mais ça peut aussi devenir des moteurs de persévérance puis de réussite scolaire. Dans le système scolaire éducatif québécois, il existe différentes transitions scolaires qu'on va dire formelles. On va penser notamment quand les jeunes passent de la petite enfance, par exemple d'un CPE vers l'éducation préscolaire, de l'éducation préscolaire vers l'enseignement primaire, de l'enseignement primaire vers l'enseignement secondaire ou encore de l'enseignement secondaire vers le cégep, la formation professionnelle ou encore l'éducation des adultes. Mais, comme souligné par Declercq, ben, il existe d'autres types de transitions qu'on doit considérer, comme si on pense au primaire du service de garde vers la classe. Certains élèves vont fréquenter très assidûment le service de garde. Donc, il faut penser qu'il y a une transition à assumer vers la classe. Les cycles âge aussi, ou encore le secteur régulier vers celui de l'adaptation scolaire, c'en est une transition. Les changements de programme ou de concentration, puis aussi le continuum de services où est-ce que les transitions vont être essentielles pour assurer non seulement un suivi en continu, mais s'assurer qu'on offre à l'élève une réponse qui est adaptée à ses besoins. Ce sont toutes des transitions qui sont importantes, puis qui peuvent avoir une influence sur le bien-être, sur l'engagement, mais aussi sur la réussite scolaire des élèves. Considérant justement qu'elles peuvent avoir une influence sur la réussite des élèves, mais comment on peut s'assurer qu'une transition soit de qualité? Il y a Rim, Kaufman et Pianta qui définissent la transition de qualité comme le maintien des relations
entre les environnements dans lesquels le jeune va évoluer. Puis ça, ben, ça inclut les parents, la famille, le milieu éducatif, puis même les services de santé puis les services sociaux si le jeune en bénéficie. Pour être de qualité aussi, il souligne qu'une transition devrait être harmonieuse entre les différents niveaux, puis être harmonieuse autant pour le jeune que pour les adultes qui l'accompagnent. Donc, on pense à sa famille, on pense aussi aux intervenants scolaires qui travaillent auprès de ce jeune-là, aux organismes communautaires aussi, des fois, qui font partie de la collaboration avec l'école et le jeune. Ça va supposer aussi un ajustement qui est mutuel. Donc, un ajustement de part et d'autre des différents milieux qui sont concernés par la transition. Une transition de qualité aussi va tenir compte des différents facteurs, que ce soit les facteurs qui soient scolaires, individuels, familiaux, des facteurs aussi culturels qui vont être en jeu dans la situation, comme par exemple la langue maternelle ou encore le milieu qui est fréquenté par le jeune. Peut-être que le jeune provient d'un milieu urbain ou d'un milieu rural. Donc, nos pratiques vont devoir s'adapter en fonction de la réalité des milieux. Aussi, avoir un impact qui est réel sur la motivation puis l'engagement des jeunes à l'école. Donc, par extension, aussi sur leur persévérance puis leur réussite scolaire. Donc, par le fait même, quand on assure une transition de qualité, on permet de voir des jeunes puis des parents, puis même des établissements qui sont préparés, qui sont confiants aussi à vivre la transition. Des intervenants aussi qui sont plus enclins à collaborer puis à s'engager. Puis une plus grande continuité aussi entre les milieux de vie des jeunes, peu importe duquel il est question. Les pratiques sont en place dans vos milieux, parce que vous avez déjà mis en place des pratiques transitionnelles qu'on appelle, elles peuvent contribuer grandement à la qualité des transitions qui sont vécues par les élèves. Il y a des conditions, en fait, qui vont assurer les transitions de qualité, comme, par exemple, des pratiques qui correspondent aux besoins des jeunes, mais aussi à ceux des milieux, puis qui pourraient peut-être même être individualisées aux besoins selon la situation. Le fait aussi de prévoir le temps nécessaire pour les collaborations. J'insiste sur prévoir. Ça veut dire éviter les fameuses conversations de carte de porte. Puis il faut prévoir dans le temps de travail le temps qui est nécessaire. La mise en place aussi de pratiques qui vont être structurées, donc planifiées, qui sont fréquentes, mais qui sont aussi variées. Des relations aussi de collaboration qui vont inclure les parents tout au long de la démarche. Puis une continuité éducative entre les différents environnements de vie du jeune. Vous voyez, on parle quand même souvent de la continuité. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas de coupure pour le jeune entre les différents niveaux. Tous les éléments qu'on vient de voir ensemble présentement sont valables pour nos élèves issus de l'immigration. Puis c'est pour ça que je trouvais important d'en parler des transitions dans un sens qui est comme plus large. On n'a pas nécessairement besoin de réinventer la roue de A à Z. Il y a des choses qu'on fait déjà qui vont pouvoir servir à nos élèves. Toutefois, il existe quand même des particularités qui vont s'ajouter aux éléments dont on vient de discuter. Puis pour les prendre en compte, il faut quand même bien les connaître. Comme mentionné, nos élèves issus de l'immigration peuvent avoir vécu plusieurs types de transitions avant même d'intégrer le système scolaire québécois. Une des plus importantes transitions de leur parcours, c'est celle de quitter leur pays d'origine pour migrer vers le pays d'accueil. Il y a aussi le fait de passer d'un système éducatif vers un nouveau système éducatif. Quand ils arrivent dans le système éducatif québécois, mais pour eux, c'est quand même la nouveauté. Puis on va y revenir un petit peu plus loin aussi. Puis il y a l'apprentissage d'une nouvelle langue. Puis dans le même ordre d'idée, l'adaptation à une nouvelle culture. Donc tous ces éléments-là constituent pour les jeunes issus de l'immigration des transitions qu'ils vont vivre. Ces élèves vont aussi, une fois entrés dans le système scolaire québécois, rapidement vivre différentes transitions. Certains élèves, par exemple, vont débuter leur scolarisation en classe d'accueil et vont vivre une transition par la suite pour intégrer la classe ordinaire. Ils vont aussi vivre des transitions qui sont relatives au continuum de service. Donc, peut-être qu'au départ,
ils vont avoir reçu un service de soutien à l'apprentissage du français qui va avoir été intensif au début, vers un soutien d'appoint, puis une intégration complète sans service de soutien. Peut-être aussi qu'au travers de ça, ils auront pu bénéficier de services complémentaires comme de l'orthopédagogie, de l'orthophonie. Donc, tout, c'est ce qu'on appelle en fait le continuum de services, puis qui nécessite de penser à des transitions entre ces différents services-là. Certains élèves aussi vont aussi vivre la transition du secteur régulier vers celui de l'adaptation scolaire. En plus des transitions qui sont spécifiques à leur réalité, bien, ces jeunes vont aussi vivre les différentes transitions formelles du système scolaire québécois que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Aux défis communs qui vont être vécus, comme mentionné, par tous les élèves du Québec, vont s'ajouter des défis qui sont spécifiques pour les élèves issus de l'immigration, puis qui vont rendre en fait les transitions multifactorielles, puis parfois aussi complexes. Les défis spécifiques pour ces élèves, mais c'est un parcours migratoire qui va laisser des traces. Donc, les élèves et leurs familles, bien, ils ont parfois dû passer par plus d'un pays avant même d'arriver au Canada, puis auront voyagé dans toutes sortes de conditions. Je vais m'arrêter ici pour l'instant parce qu'on va y revenir un petit peu plus loin dans la présentation, excusez. Ça vaut vraiment la peine de s'attarder sur cet élément-là un petit peu plus longuement. Une arrivée aussi récente au Canada qui vont complètement changer leurs repères. Donc, une nouvelle culture, un nouvel environnement, un nouveau mode de vie qui va leur demander de s'adapter. Si vous pensez seulement au fait de partir d'un pays chaud, puis arriver en pleine tempête de neige au mois de février, ça demande quand même toute qu'une adaptation. Puis ça, c'est seulement qu'un exemple de type d'adaptation qu'ils pourraient vivre. Les élèves vont devoir s'adapter non seulement à la culture de l'école, mais aussi s'adapter à la culture québécoise. Les codes sont plus les mêmes, leurs repères vont changer, puis ça va nécessiter des ajustements, puis de faire des apprentissages aussi à ce sujet-là. Un autre défi que les élèves issus d'immigration vont vivre, c'est la disparité entre les systèmes éducatifs dans lesquels ils ont évolué. Certains élèves vont avoir été scolarisés dans leur pays d'origine, puis parfois, ils ont même été scolarisés dans les différents pays de transition qu'ils vont traverser avant d'arriver ici. Mais ce qu'on sait, c'est que les systèmes éducatifs, ils ne s'équivalent pas. Donc, il n'y a pas de concordance qu'on peut faire directe entre les différents systèmes. Les contenus disciplinaires ne sont pas enseignés au même moment. Le cursus puis les méthodes d'enseignement, puis même les contextes de scolarisation peuvent être vraiment différents. Ça fait que parfois, ça peut nous amener à adopter une perspective qui est plutôt déficitaire des élèves, puis qui va mettre un petit peu plus l'accent sur leurs difficultés plutôt que sur leurs forces puis leurs acquis. Les disparités vont demander des ajustements tant de la part des élèves, mais aussi des enseignants qui vont accueillir ces élèves dans leur classe. Il y a aussi le fait que les élèves puis leurs parents, ils vont arriver au Québec avec leur propre expérience de l'école, puis leurs aspirations aussi pour le futur. Mais ils ont quand même bien souvent une connaissance qui est très limitée du système scolaire éducatif québécois puis de son fonctionnement. Ils ne comprennent pas toujours le rôle des différents acteurs scolaires. Ils ont aussi une méconnaissance des parcours qui sont possibles pour eux. Donc, il faut penser à les accompagner pour leur permettre de développer justement cette compréhension-là. Un autre défi aussi qui est important, c'est le fait que plusieurs élèves doivent, en fait, ils arrivent au Québec avec plusieurs langues. Des fois, ils vont parler 2, 3, 4, même des fois 5 langues, mais ils ne maîtrisent parfois pas le français à leur arrivée. Puis, bien qu'ils parlent déjà plusieurs langues, maintenant, ils doivent apprendre le français. Puis, ils doivent apprendre le français en plus d'apprendre différents contenus disciplinaires. Le fait aussi, à leur arrivée, de ne pas maîtriser cette langue, ça peut les empêcher temporairement de faire la démonstration pleine et entière de leur capacité. Parfois aussi, ils parlent déjà le français, mais ils doivent s'approprier une autre forme de français. Un débit qui est complètement différent, une nouvelle intonation,
des expressions qui sont chargées de référents culturels qu'ils ne connaissent pas du tout. On est en plein mois d'avril, là, c'est le sujet de la cabane à sucre. Je peux vous dire que ce sont des référents que nos élèves n'ont pas du tout. Ils vont devoir apprendre aussi du nouveau vocabulaire. Donc, c'est un autre élément sur lequel on va revenir un petit peu plus loin parce que ça a une importance quand même importante sur le parcours des élèves. À part le défi aussi des transitions dont on vient de discuter là, dans les diapos précédentes, il y a Marie McAndrew, qui est une chercheuse en fait de l'Université de Montréal, qui a fait une recherche qui a permis d'identifier des facteurs qui peuvent influencer les chances de diplomation, puis la performance des élèves issus de l'immigration. Elle parle notamment d'avoir une expérience socio-scolaire ou un parcours migratoire qui est plus difficile ou atypique. Hein. On sait certains élèves vont avoir des parcours migratoires vraiment complexes. Arriver au Québec aussi en cours de scolarité au secondaire. Certains élèves arrivent quand même tardivement hein, dans leur scolarité au secondaire, notamment au deuxième cycle du secondaire. Donc, les choix qu'on va devoir faire par rapport au parcours de ces élèves-là, il y a plusieurs éléments qu'on va devoir prendre en considération. Avoir aussi des besoins de soutien accrus à l'apprentissage du français, puis ça, mais particulièrement au secondaire. Si on pense notamment à nos élèves de deuxième cycle du secondaire, encore une fois, s'ils arrivent avec des besoins importants à l'apprentissage du français, puis qu'on comprend que tant qu'ils ne maîtrisent pas le français, ils ne peuvent pas faire la démonstration de leur capacité, bien ça aussi, ça vient influencer les choix qu'on va devoir faire. Une arrivée tardive aussi qui compromet la diplomation au secteur des jeunes. Être en situation de retard scolaire à l'entrée au secondaire, hein, ça fait que notre échelle de temps, il est différent que l'élève qui arrive beaucoup plus tôt dans son parcours scolaire. Certains élèves vont arriver à l'éducation préscolaire, d'autres élèves vont arriver au cours du primaire, mais d'autres arrivent très tard dans leur parcours scolaire. Appartenir aussi à une minorité visible qui peut être marginalisée et aussi également fréquenter une école de milieu défavorisé. Donc, tout ça sont des facteurs qui peuvent avoir un effet dont on doit avoir conscience quand on planifie les transitions pour nos élèves issus de l'immigration. Comme mentionné précédemment, il y a une des transitions vraiment importantes vécues par les élèves et leurs familles, c'est celle de quitter leur pays d'origine pour migrer vers le pays d'accueil. La recherche de Marie McAndrew souligne d'ailleurs que les élèves qui ont un parcours migratoire difficile ou atypique, mais en fait, ce parcours-là va constituer un facteur qui peut exercer une influence sur leur réussite. C'est pour ça que je trouve important de s'y attarder un petit peu plus longuement. La trajectoire migratoire, mais en fait, elle peut être vécue en 3 temps. Donc, vous avez remarqué que dans ces 3 temps-là, des transitions, il y en a vraiment beaucoup. Il y a la phase pré-migratoire, il y a la phase péri-migratoire, puis il y a la phase post-migratoire. Donc, il y a plusieurs facteurs à l'intérieur de ça qui vont influencer la façon dont chacune de ces phases-là va être vécue. Dans la phase prémigratoire, en fait, cette phase-là, elle a lieu dans le pays d'origine avant même le départ de la famille. On sait aussi que le départ, bien, ça va dépasser largement, hein, cette décision-là de partir, en fait, dépasse largement le cadre familial. Il y a des préoccupations, par exemple, comme les conditions dans le pays d'origine avant le départ. Est-ce que la situation politique était stable ou instable? Comment est la situation sociopolitique au départ de la famille? Comment aussi, au pays, était l'expérience d'habitation de la famille? Est-ce que c'était, par exemple, une famille qui était nomade du désert, qui se déplaçait constamment, ou une famille qui vivait dans un petit appartement ou une grande ville peut-être surpeuplée ou peut-être qui vivait complètement isolée aussi. L'expérience socio-scolaire du jeune, ça ressemblait à quoi? Est-ce que c'était par exemple une école privée internationale, l'école du camp de réfugiés? Peut-être que l'élève n'a pas eu du tout accès non plus à l'école. Est-ce que le départ était planifié ou pas? Hein? Planifié parce que papa a trouvé un emploi, par exemple, ou forcé parce que la guerre a lieu au pays, puis ça met leur sécurité en péril. Peut-être qu'ils ont dû aussi laisser sur leur passage des êtres chers derrière eux.
Parfois aussi, la situation au pays d'origine n'est pas encore catastrophique, mais l'instabilité va commencer, la tension va s'installer, puis il y a une précarité économique qui va s'installer, qui va ajouter aux conditions de départ. La phase périmigratoire, elle, va se dérouler en transit. Hein. C'est entre le pays d'origine puis le pays d'accueil. Donc, dans cette phase-là, quelles ont été les conditions de voyage de la famille? Il y a une différence entre, par exemple, voyager par avion dans le contexte d'un voyage qui est planifié ou traverser 4 frontières à pied avec les enfants. Combien de temps le voyage va avoir duré? Certaines familles auront dû marcher pendant plus de 2 ans à travers la brousse. Est-ce qu'il y a eu des interruptions de scolarité aussi? Peut-être que le jeune a été scolarisé quelques années, mais qu'il a dû quitter l'école dans le processus de migration. Est-ce que la famille en cours de route a perdu aussi des êtres chers? Les conditions dans lesquelles le voyage va se dérouler, mais ça va avoir un effet sur la famille, ça va avoir un effet sur comment la suite va se dérouler. La phase post-migratoire, elle, va référer à l'arrivée de la famille dans le nouveau pays d'accueil, mais va référer aussi aux étapes d'installation dans leur nouvel environnement de vie. Donc, quelles ont été les conditions d'arrivée de la famille? Hein? Comme je disais, il y a une différence entre arriver par avion, par exemple, à l'aéroport, dans le cadre d'un voyage planifié, ou, par exemple, traverser le chemin Roxham à pied. Est-ce que la famille comprend à leur arrivée le fonctionnement des institutions, le fonctionnement de l'école, du gouvernement, la banque, le système de santé? Quelles sont les langues qui sont parlées ou comprises par la famille? Est-ce que les parents étaient en mesure de faire reconnaître leur diplôme pour pouvoir trouver du travail dans leur domaine d'expertise? Donc, le parcours migratoire va impliquer des changements qui sont considérables pour les familles, puis avec lesquels il n'est pas toujours facile de composer. Le changement, c'est un facteur de risque. Le changement peut modifier l'état psychologique de tous les membres de la famille, puis même le perturber. Un départ, qui soit planifié ou non, va apporter des transformations majeures au projet de vie d'une personne ou d'une famille. Par contre, ceci étant dit, la grande majorité des parents qui immigrent, ils ont en tête d'assurer un meilleur futur à leurs enfants. C'est pour ça, des fois, que dans vos milieux, vous sentez peut-être une pression de la part des parents par rapport à la réussite de leur enfant. Ils ont vraiment un espoir de réussite pour leur enfant. Par contre, un élément qui est important aussi à se rappeler, c'est que c'est pas non plus le choix des enfants. Donc, c'est pour ça aussi, des fois, qu'on voit des jeunes qui sont en réaction à ce changement-là important qu'ils vivent dans leur vie. Comme mentionné aussi précédemment, il y a un autre défi important pour certains élèves, c'est le fait de ne pas maîtriser la langue. La recherche de Mary McAndrew a mis en lumière le fait qu'avoir des besoins accrus à l'apprentissage du français, particulièrement au secondaire, constitue un facteur important qui peut influencer la réussite de l'élève. Dès son entrée à l'école québécoise, l'élève va devoir réaliser différents apprentissages, puis ça, il va le faire de façon simultanée. Il va d'abord apprendre ce qui va lui permettre de communiquer au quotidien, de fonctionner pour répondre rapidement à ses besoins. Il est un petit peu en mode survie, là. Il doit absolument apprendre à communiquer pour faciliter son intégration socio-scolaire. C'est ce qu'on va appeler la langue de communication, qui va se développer plus rapidement, généralement environ entre 1 à 2 ans. Parallèlement, l'élève va aussi devoir faire des apprentissages de contenu disciplinaire. On parle alors de la langue de scolarisation, qui est une langue qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus abstraite, puis qui est exigeante pour l'élève. Son développement va donc prendre plus de temps, 5 à 7 ans, puis même plus pour l'écrit. Donc, pour faire la pleine démonstration de ses capacités, l'élève doit avoir atteint un certain niveau de maîtrise du français. Le temps que va prendre l'élève pour développer ses compétences langagières en français peut représenter un défi qui est considérable, surtout quand on pense à nos élèves qui arrivent en cours de scolarité au secondaire. Heureusement, il est quand même possible de mettre en place des pratiques qui vont tenir compte de ces particularités-là dont on vient de parler, puis qui vont permettre de soutenir à la fois les transitions, mais aussi la réussite des élèves. Pour éviter les obstacles qui pourraient entraver le parcours des élèves, mais c'est important d'adopter une approche qui va être proactive, qui va permettre d'agir en amont, mais qui va permettre d'agir de manière structurée. Les pratiques que je vais vous présenter vont
vont être des facteurs de protection, en fait, tant pour l'élève que pour sa famille. Puis vous allez voir que avec ce que les centres de services scolaires vont vous présenter, ça va vous permettre de faire des liens puis de voir comment concrètement on peut les mettre en place de ces pratiques-là. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, mais la mise en place d'un protocole d'accueil est un élément clé qui va permettre d'agir de façon préventive puis de planifier en amont. Le protocole d'accueil va permettre de recueillir des informations qui sont précieuses au départ sur le parcours du jeune puis de sa famille, mais ça va permettre aussi d'identifier leurs besoins. C'est des informations qui vont pouvoir vous guider dans le processus de prise de décision pour planifier les actions à entreprendre, mais aussi les services à mettre en place. Le fait aussi d'identifier les besoins psycho-affectifs et sociaux des élèves, puis aussi les contextes de vulnérabilité. Donc, les élèves vont avoir des besoins autres que ceux d'ordre scolaire qui nécessitent une attention particulière. Le fait de prendre le temps de bien les identifier va assurer de mettre en place des services qui sont appropriés, qui vont pouvoir soutenir adéquatement l'élève. Effectuer aussi une analyse des besoins multidisciplinaires de façon continue. Les besoins des élèves issus de l'immigration, comme on l'a montré, ils peuvent être de différents ordres. Donc, le fait de croiser les regards puis l'expertise des différents intervenants, ça va permettre de cerner la nature des besoins des élèves. Puis comme ces besoins-là peuvent se modifier dans le temps, l'analyse des besoins doit se faire en continu. Puis aussi, sachant que les besoins des élèves sont variés puis qui évoluent, la mise en place de pratiques flexibles qui permettent des ajustements en cours de route va garantir aussi un soutien qui est adéquat pour l'élève, puis ça, à tout moment de leur cheminement puis de leur parcours. Il y a aussi le fait d'identifier un membre du personnel pour assurer le suivi de l'élève. Ça permet de prendre en compte tous les aspects de son parcours, mais aussi d'assurer que les actions qu'on va entreprendre vont être cohérentes et coordonnées. Un autre élément important, c'est d'établir une trajectoire scolaire dès l'arrivée de l'élève à l'école. Parce que le temps, c'est un enjeu qui est réel, qui peut compromettre la diplomation de l'élève. Il est donc important d'évaluer toutes les possibilités, puis aussi de faire des scénarios. Un autre élément important, c'est d'impliquer le jeune puis ses parents tout au long du processus de prise de décision parce qu'ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de comprendre c'est quoi les enjeux, c'est quoi les obstacles, c'est quoi les possibilités, les parcours, les objectifs à atteindre. D'un côté, le fait d'impliquer le jeune va avoir un effet qui est positif sur sa motivation. Ça va lui donner un horizon de temps qui est très clair, puis des buts aussi qui sont concrets à atteindre. D'un autre côté, le fait d'impliquer les parents, ça va assurer leur compréhension de la situation réelle qui concerne leur enfant. L'implication de l'élève aussi, puis des parents, ça va contribuer à augmenter leur sentiment de confiance, puis de sécurité envers l'école québécoise. Puis enfin, il est primordial, comme il a déjà été mentionné, de prévoir du temps pour la concertation. Prévoir du temps pour favoriser l'échange d'idées, pour planifier conjointement les actions. Ça permet de renforcer l'engagement puis de créer un climat de confiance, tant pour l'élève et sa famille que pour les membres de l'équipe école. Il y a des pratiques qui sont incontournables pour les élèves du secondaire dans ces pratiques dont on vient de discuter. Puis parce que la trajectoire des scolaires des élèves issus de l'immigration au secondaire elle peut être complexe, mais ça nécessite une planification qui est structurée. Donc, de prévoir différents scénarios pour permettre d'établir des trajectoires, ça nous permet d'éviter de se faire avoir puis de naviguer à vue d'œil. Ça permet d'avoir en tête tous les éléments dont on a besoin pour planifier la trajectoire de l'élève. Impliquer l'élève et ses parents dans le processus de précision, c'est un incontournable. Impliquer aussi les conseillers en orientation, ce sont des intervenants clés qui vont pouvoir soutenir l'équipe école dans le processus de prise de décision. Ils vont pouvoir vous aider à valider des éléments comme les préalables qui sont nécessaires pour l'élève, valider aussi les matières obligatoires, les unités aussi qui sont nécessaires, la possibilité aussi d'octroyer les 6 unités prévues pour la réussite du cours ILSS, la possibilité aussi d'une année supplémentaire au secteur des jeunes. Donc, il ne faut surtout pas les oublier dans l'équation. Les conseillers en orientation sont vraiment des acteurs clés quand on parle de transition.
Certains CSS, justement, ils ont mis en place des structures puis des pratiques inspirantes qui reflètent les éléments dont on vient de discuter. Il y a donc 3 centres de services scolaires qui vont venir vous présenter leur initiative. Le premier centre de services scolaire que je vais accueillir, c'est en fait le centre de services scolaires des Rives du Saguenay avec Frédéric Godreau, qui est directeur adjointe au service éducatif, qui va vous présenter en fait leur démarche de transition pour les élèves du secondaire qui vont vers le cégep, la formation professionnelle ou la FGA. Donc, Frédéric, je vais départager mon écran pour te donner, toi, la possibilité de partager de ton côté. Merci, Émilie. C'est bon? Oui, parfait, on voit très bien. C'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente Frédéric Godreau, direction adjointe au service éducatif pour le Centre de services scolaires des Rives du Saguenay. Alors, je vous présente aujourd'hui les étapes, en fait, les moyens qu'on a mis en place au secondaire là, pour assurer une transition harmonieuse des élèves issus d'immigration vers le cégep, l'AFP et la FGA. Nous, juste pour vous contextualiser, là, dans notre centre de service, on n'a pas de classe d'accueil actuellement. Donc, on est un CSS qui est assez qui est réparti sur un grand territoire. Donc, par contre, pour le secondaire, nos élèves sont tous rassemblés dans une seule et même école où les 5 années du secondaire là, sont dans la même bâtisse. Et puis, par contre, nos élèves sont intégrés dans des classes ordinaires. Donc, ils vont sortir là, à des moments là, définis dans l'horaire pour aller en classe de soutien linguistique, mais par contre, il n'y a pas de classe d'accueil. Donc, je tenais quand même à le mentionner parce que ça peut avoir certains impacts là, sur la façon dont vous allez percevoir ce que je vais vous dire. Alors, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est que dès la 3e secondaire, quand l'élève va intégrer, on va mettre en place un plan de diplomation. C'est un outil concerté qui va permettre de définir quelles sont les trajectoires possibles pour cet élève-là. Vous allez voir, ça va faire tout plein de liens avec ce qu'Émilie vient de vous démontrer là, à la diapositive précédente. Et pour faciliter cet exercice-là, en fait, on a procédé à l'engagement d'une conseillère d'orientation qui est à temps plein quand même en immigration, qui a développé son expertise, qui va siéger sur différentes tables aussi pour assurer justement une ligne directrice puis des communications, des moyens de concertation avec l'ensemble des secteurs d'enseignement. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça va ressembler. Vous allez voir, ce n'est pas très sorcier, mais ça fait quand même toute la différence. Je vais grossir un petit peu, laissez-moi 2 petites secondes. Parfait. Alors, quand l'élève va intégrer son 3e secondaire, ce qu'on va faire, bon, là, on a toutes ces informations, on va dénoter s'il y a un plan d'information, s'il y a des aides technologiques qui sont mis en place. Et là, on va aller chercher quelles sont les forces, quels sont les intérêts de l'élève pour après, ensuite, discuter avec lui puis de savoir quel est son projet de formation. C'est sûr que ce n'est pas toujours clair en 3e secondaire où l'élève veut s'en aller, là, mais en tout cas, ça nous permet quand même de prendre une première prise de données qui va teinter un peu comment on va orienter son parcours au secondaire. On va déjà noter ici dans quelle matière l'élève est en cote, donc n'est pas évalué en pourcentage, est exempté temporairement. Parce que ça aussi, ça va avoir une incidence. Parce que, comme vous le savez, on peut retirer l'élève d'une matière de sa matière pour qu'il puisse aller en francisation. Donc, dans ce contexte-là, ça va avoir une incidence de savoir qu'est-ce qu'on priorise ou pas. On va voir aussi, est-ce que pour l'instant, on envisage une année supplémentaire au secondaire pour cet élève-là? Comme je vous dis, c'est un outil qui est très vivant. En 3e secondaire, des fois, on est encore dans le flou et ça va se préciser là, au fil de l'année ou au fil de la 4e secondaire. Est-ce qu'on envisage également un passage à la formation générale des adultes pour cet élève-là? Et si oui, ben, c'est quelles matières là, qui vont demeurer à terminer pour lui? Donc, ça revient à se dire, l'élève, selon nous, va être en mesure d'être en réussite dans quelle matière dans son parcours en formation générale des jeunes et il devrait lui rester quelle matière à terminer. On va aussi chercher les attentes parentales. Hein, on l'a met tout à l'heure. Les parents viennent ici avec une vision quand même, avec des attentes qui peuvent être parfois élevées pour leurs enfants. Ils veulent améliorer leurs conditions et tout ça. Donc, parfois, ça nous permet de relativiser les choses aussi en fonction de ce qui est réaliste et des défis et des forces de leurs élèves.
Donc, on va faire la corrélation entre quelles sont les attentes parentales, quel est le projet de vie puis le projet de formation de l'élève et à travers le portrait puis les résultats de l'élève, qu'est-ce qui est réaliste et qu'est-ce qu'on peut envisager pour lui. Et par après, on va descendre matière par matière. Donc, est-ce que cet élève-là, là, comme je vous dis, en troisième secondaire, il est tôt, là, mais parfois, ça va se préciser là, en quatrième et en cinquième. Est-ce qu'on prévoit présenter cet élève-là à l'épreuve ministérielle? Est-ce qu'on prévoit une transition vers la FGA? Et si oui, est-ce qu'on a un niveau plancher à atteindre? Ça, un niveau plancher, en fait, c'est que si l'élève a été évalué en cote tout le long de son parcours en formation générale des jeunes, il va arriver en formation générale des adultes et il n'y aura pas de résultat. Donc, bon, on va devoir procéder à une espèce de test de classement auquel souvent les élèves vont sous-performer. Donc, ça fait qu'ils vont souvent commencer au pré-secondaire et ça va allonger leur parcours, tandis qu'il y aurait un potentiel qui est plus élevé que ça. Donc, nous, on s'assure de voir, bon, cet élève-là, il est rendu en cinquième secondaire, il s'en va en formation générale des adultes l'année prochaine, mais est-ce qu'on pense qu'il est capable d'atteindre le seuil de réussite, exemple d'un français deuxième secondaire ou français troisième secondaire? Si oui, mais là, on va déterminer quels sont les moyens là, à atteindre pour l'aider à atteindre ce niveau-là minimal. Donc, ça peut être des cours de récupération, ça peut être l'enseignement supplémentaire. En tout cas, il peut y avoir différents moyens, mais au moins, ça nous permet que l'élève va arriver en LGA, puis déjà, il va pouvoir commencer en formation générale tout simplement. Et on fait ça comme ça pour chacune des matières. Là, j'ai passé rapidement parce que je vais vous nommer un peu toute la procédure, mais ça vous montre un peu l'importance d'accorder aux trajectoires visées là, pour l'élève. Je reviens à mon document ici. Et c'est notre outil de base, hein, c'est notre outil de base pour expliquer à l'élève et expliquer aux parents c'est quoi notre système scolaire et qu'est-ce qui va être possible pour votre enfant. Donc, c'est très difficile, vous le savez, pour ces parents-là qui arrivent de comprendre. Tu sais, même pour les parents d'élèves québécois, c'est quand même pas évident de comprendre le système scolaire puis les enjeux de diplomation et tout ça. Donc, de prendre le temps de dire, pour l'instant, ce sont les possibilités pour votre enfant et de prendre du temps avec vous pour bien les comprendre. Donc, ce qu'on a fait à la base, c'est qu'on se rendait compte que même si on rencontre les élèves et les parents, puis qu'on essaie de leur expliquer puis de leur donner des documents écrits pour qu'ils puissent les traduire, par exemple, ça devenait quand même assez complexe pour eux de le comprendre. Donc, ce qu'on a fait, on s'est dit, on va faire des capsules traduites dans différentes langues qui vont au moins permettre aux parents et aux élèves de comprendre la base. Et ensuite, ça, c'est très complémentaire. OK? C'est pas isolé là, comme moyen. On va rencontrer les parents par après pour dire qu'est-ce que vous avez compris de ces capsules-là et comment je peux répondre de manière plus pointue à vos questions selon le plan de diplomation visé pour votre enfant. Donc, si j'appuie ici pour vous montrer rapidement. Donc, elles sont déposées sur le site Internet, sur notre site Internet, et elles sont réfléchies dans le protocole d'accueil, ces capsules-là. C'est-à-dire que avant même l'entrevue initiale au guichet unique, il y a des capsules qui sont à visionner de manière préalable par les parents et l'élève. Ensuite, elles viennent rencontrer la travailleuse sociale là, responsable de l'immigration. Déjà, ils sont en connaissance de cause sur certains sujets, par exemple. Là, vous voyez, elles sont traduites dans 13 langues différentes. Je vais prendre celle en français pour faciliter notre compréhension des thèmes. Si je prends exemple, inscription à l'école, le système de garde, le transport, ce sont des choses qui sont à regarder d'emblée. Comme ça, ils vont pouvoir poser des questions sur l'entrée à l'école plus précisément. Ensuite, après l'entrevue initiale, il va y avoir la planification de l'entrevue à l'école. Donc, l'espèce de rencontre d'introduction à l'école avec la direction, l'enseignant et puis l'équipe multidisciplinaire. Là, il va y avoir d'autres capsules, comme le calendrier scolaire, par exemple, où on va pouvoir, encore une fois, répondre à des questions plus précises en sachant que les parents ont déjà compris des choses. Et après cette entrevue-là, bon, l'enfant va débuter là, sa scolarisation. Et puis là, tranquillement, pas vite, on va envoyer d'autres capsules, par exemple, sur l'évaluation. Donc, là, on est rendu un petit peu plus loin dans la compréhension du système scolaire. Là, si on parle du secondaire, celle que je voulais vous parler, c'est le diplôme d'études secondaires. Mais on a aussi évaluation des apprentissages. Donc, on explique aux parents comment on procède à l'évaluation dans notre système scolaire. C'est quoi la distinction entre évaluer un élève en cote
ou évaluer un élève en pourcentage, parce que souvent, pour eux, hein, c'est pas clair. Ils pensent que leur élève, leur enfant, ça va bien parce que, bon, il évolue dans les paliers, mais il faut qu'ils comprennent bien que c'est parce qu'il n'est pas en mesure d'atteindre le seuil de réussite. Et toute la compréhension de qu'est-ce qui est au niveau des unités pour obtenir le diplôme. Là, rapidement, là, je montre à quoi ça ressemble la capsule. On n'a pas engagé personne, ça aurait été beaucoup trop long et complexe et coûteux. Donc, on a utilisé l'intelligence artificielle. C'est une application qui s'appelle Agents, qui nous a permis, en équipe multidisciplinaire, on a composé les textes. Une fois qu'on entre les textes dans on peut choisir notre avatar, là, que là, vous voyez à l'instant, mais il y a toutes sortes de personnages différents. On peut choisir la voix également, est-ce qu'on veut être dans l'informel, dans le formel, quel type de voix on veut. Et après ça, à partir du texte, mais on peut traduire les vidéos. Donc, on a fait valider évidemment la traduction là, par des personnes qui parlaient vraiment cette langue pour savoir, pour être certain là, du contenu. Et ça se fait quand même assez bien et rapidement. Donc là, on est allé dans les thèmes généraux, mais là, on est en train de se demander actuellement, est-ce qu'on peut aller dans des thèmes plus spécifiques pour soutenir encore plus la compréhension? Donc, ce sont de courtes capsules de moins de 5 minutes, justement pour qu'on nomme l'essentiel, que le parent va pouvoir réécouter et réécouter. Donc, c'est pour le parent, l'élève, mais c'est aussi pour nos équipes. Nous, on leur dit, dans un premier temps, si le parent ou l'élève a une question sur ce thème-là, allez lui faire écouter la capsule dans sa langue maternelle et ensuite prévoyez une rencontre pour des questions plus pointues. Donc, ça nous permet en tout cas de gagner du temps également. Donc, je reviens. En lien avec ces capsules-là, ben, nous, ce qu'on a prévu, c'est que la conseillère d'orientation au secondaire a quand même 3 ou 4 rencontres dans l'année avec les parents et avec les élèves pour voir comment l'élève évolue, comment ça s'inscrit dans son plan de diplomation. On va aussi aller toucher sa motivation, son engagement scolaire pour vraiment que le parent, au fil des bulletins, voit, est-ce qu'on suit la trajectoire visée et pour quelles raisons on ne la suivrait pas, par exemple, ou pourquoi on dépense les attentes. Donc, ça permet d'engager l'élève et les parents dans leur parcours scolaire, mais aussi de bien comprendre toute l'importance d'aller, par exemple, à ces cours de francisation, parce que souvent, on voit que les élèves ne voudront pas y aller parce qu'ils veulent vraiment être présents dans la matière pour être en réussite, mais ils ne comprennent pas l'importance de d'abord atteindre le français de base, là. Donc, ça, c'est tout notre processus d'accompagnement en 3e, 4e, 5e secondaire. Ce qu'on a ajouté également, c'est qu'on a ajouté un enseignant en mathématiques. Là, je vais essayer de pas prendre 5 minutes encore. Là. Je sais qu'on est un petit peu restreint dans le temps. Donc, cet enseignant-là va venir réduire l'écart. Parce qu'on sait que l'élève qui est arrivé, par exemple, en première secondaire, ne comprendra pas l'enseignement là, en français au départ si ce n'était pas sa langue maternelle. Donc, quand on va arriver dans son parcours vers la 3e secondaire, c'est ce qu'on est capable de faire pour l'instant. On voudrait réduire l'écart dès le départ, mais on n'a pas suffisamment de ressources pour le faire. Mais on va aller voir pour que l'élève, on puisse le présenter à son épreuve de 4e secondaire en mathématiques, qu'il ait atteint sa matière à sanction, quel préalable on devrait lui enseigner. Donc, on fait un portrait des acquis et en sous-groupe, on va aller voir, pas nécessairement de lui enseigner tout ce qu'il n'a pas réussi en première, en 2e ou en 3e, mais d'avoir qu'est-ce qui est essentiel pour cet élève-là pour qu'il puisse réussir son 4e secondaire. Donc, c'est différent. On va aller revoir les préalables, mais vraiment précis en lien avec la réussite du 4e secondaire. Donc ça, cette année, on a eu honnêtement, là, dans les sous-groupes qu'on avait, on a entre 80, à date, 80-90% des élèves ciblés qui vont pouvoir être présentés à l'épreuve et on l'espère être en réussite. Donc ça a été quand même un projet vraiment, vraiment porteur. Donc, puis pour les élèves qui réussiront pas, ben, au moins, on va, comme je vous expliquais tout à l'heure, on va viser une note plancher. Donc, on va dire, ben, il ne sera pas en mesure d'être présenté à l'épreuve de 4e secondaire, mais selon ce que je vois en sous-groupe, on va être capable de lui donner un mathématique de 2e secondaire pour éventuellement aller en FGA. Ensuite, ce qu'on prévoit, c'est dès le mois d'octobre, on a une rencontre qui rallie les acteurs des cégeps à proximité là, de notre centre de service, donc les 2 cégeps. Ensuite, les représentants de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle. Et toutes nos écoles secondaires, on présente nos élèves qui devront transiger vers ces milieux-là l'année d'après.
Donc, pourquoi on s'y prend d'avance? C'est qu'on se rendait compte que souvent, si on fait le processus régulier qui est vers février, les élèves, le temps de demander leur papier, d'aller s'inscrire sur le portail, exemple d'Immigration Québec, dans certains cas, les délais étaient vraiment longs. Donc, il pouvait arriver que les élèves manquent une session. Donc, doivent retarder leur parcours scolaire d'une session par la suite parce que les délais étaient trop longs. Donc, là, dès le mois d'octobre, on présente les élèves, on leur donne des lettres d'admission officielles pour qu'ils puissent demander leur permis. Ensuite, on met en place des actions. Donc, on les accompagne dans la complétion de ces formulaires-là et également, s'ils vont à FGA, par exemple, comment aller s'inscrire sur Immigration Québec si c'est un jeune qui ira en francisation temps plein, par exemple. Donc, ça a un impact sur le parcours, mais ça nous permet aussi de voir est-ce qu'il y a des élèves qu'on devrait faire des présentations individualisées dans le milieu, d'aller faire des visites préalables pour qui on voit que c'est plus anxiogène ou moins bien compris. Donc, ça, ce sont les actions là, spécifiques que je vous présente, mais pas seulement au niveau secondaire, mais pour le post-secondaire aussi, de voir comment on va intégrer ces élèves-là, en sachant, par exemple, qu'en FGA, on va recevoir tel nombre d'élèves dans différents parcours, comment on va pouvoir vraiment là, aller les rencontrer, leur expliquer les modalités de service, les services complémentaires et tout ça. Donc, c'est un continuum là, qu'on essaie de mettre en place. Tout ça n'est pas parfait, c'est en construction, on s'ajuste d'année en année, mais on voulait vous présenter un peu la suite des choses du troisième secondaire jusqu'à la diplomation ou jusqu'à la fin de son parcours au secondaire. Donc voilà, Émilie, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, merci beaucoup, Frédéric. C'est vraiment très, très, très pertinent. Merci pour ta collaboration. Comme vous savez, j'ai invité en fait d'autres centres de services scolaires. Donc, on va prendre un moment avec Marie-Josée Bouchard, directrice adjointe au service éducatif du centre de services scolaires de la capitale, Mylène Gadebois, qui est conseillère pédagogique au guichet d'accueil, et Claudia Morel, qui est conseillère pédagogique en adaptation scolaire, toutes trois au centre de services scolaires de la capitale, qui vont prendre un moment, en fait, pour venir vous présenter leur guichet d'accueil pour les élèves immigrants nouvellement arrivés. Donc, est-ce que vous êtes présentes, mesdames? Oui, ma chère. Parfait. Donc, je vais remettre la présentation. Je vais aller chercher votre diapo. Et voilà. Alors, bonjour tout le monde. Marie-Josée Bouchard, directrice adjointe au CSS de la capitale. Aujourd'hui, nous vous présentons notre structure d'accueil. Donc, c'est un choix organisationnel qui a été réfléchi et mis en place dans notre CSS depuis plus de 10 ans. Cette structure-là s'est implantée graduellement et elle évolue dans le temps. Parce qu'avec l'augmentation significative de notre clientèle année après année, on a dû s'ajuster, s'améliorer et solidifier notre pratique. Les principaux avantages de notre structure, c'est que pour les élèves de 7 ans et plus, nous centralisons l'accueil des familles, premier contact avec nos milieux. On procède à l'évaluation des élèves pour déterminer le bon niveau de service à mettre en place dans les écoles. Nous procédons également à l'évaluation langagière. Donc, par conséquent, ça fait en sorte que le service dans nos écoles n'est pas en arrêt pour procéder à toutes ces étapes-là. Ça nous permet aussi d'avoir une uniformité et le même niveau au niveau de l'évaluation des élèves, donc un service un peu plus équitable dans nos milieux. Ça nous permet également d'avoir des données sur nos élèves là, pour nous assurer un suivi. Donc, en centralisant ces premières actions-là au guichet d'accueil, on pourrait dire que nous sommes les gardiens du droit de ces élèves-là et de la qualité des services qui vont leur être offerts dans tous nos établissements. Alors, sans plus tarder, parce que c'est sûr qu'on pourrait vous entretenir pendant toute une demi-journée sur cette magnifique structure-là, dont nous sommes très fiers, je vais céder la parole aux conseillères pédagogiques qui sont en charge du guichet. Alors, Mylène, à toi la parole. Oui, merci Marie-Josée, c'est bien présenté. Donc, comme Marie-Josée justement a mentionné, là, le guichet d'accueil, moi, c'est mon rôle principal. Là. Je suis conseillère pédagogique responsable du guichet d'accueil. C'est mon
mon mandat principal, mais je m'occupe aussi du soutien aux collaborations école-famille immigrantes. Je pourrais vous en parler vraiment longtemps, là, je vais y aller à l'essentiel pour des questions de temps. Mais c'est ça, comme je disais, Marie-Josée a mentionné que c'était pour uniformiser les pratiques, harmoniser nos pratiques au sein, parce qu'on a des immigrants, finalement, des élèves immigrants dans la majorité de nos écoles sur notre territoire depuis, surtout après la pandémie, là, après les vagues d'immigration. Puis l'intention du guichet, c'était aussi d'orienter les élèves vers les meilleurs services pour eux, parce qu'on a quand même plusieurs services. On est assez hybride là, à la capitale. La majorité de nos élèves là, sont intégrés en classe ordinaire avec service de francisation ou pas. Ça dépend vraiment de leurs besoins. Mais on a aussi des élèves en classe d'accueil. Donc, nous avons des classes d'accueil. C'est pour les élèves qui sont en grand retard scolaire en mathématiques principalement. Donc, qui présentent un retard de 3 ans et plus par rapport à la norme québécoise. Mais c'est aussi souvent des élèves qui ont plusieurs vulnérabilités, qui sont peut-être analphabètes, qui ont peu de niveau de littératie. On a aussi un mandat là, à Québec de recevoir beaucoup d'élèves réfugiés, demandeurs d'asile via le centre multiethnique. Donc, ça fait que ces classes-là sont quand même très importantes pour la clientèle, mais ce n'est pas fermé non plus pour les immigrants issus de l'immigration économique, si on veut. Donc, une autre intention du guichet d'accueil, c'était de diagnostiquer les élèves en grand retard scolaire. Puis, l'autre service qu'on a, c'est aussi le service semi-ouvert au secondaire. Là, rapidement, c'est des élèves qui sont intégrés dans les cours réguliers, mais qu'on retire certains cours de leur horaire pour qu'ils aillent en francisation. Et plus leurs compétences en français s'améliorent, plus ils réintègrent les cours jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de francisation. Donc, vu la variabilité de services qu'on a chez nous, ça amplifiait l'importance d'organiser un guichet d'accueil pour aller évaluer les élèves, rencontrer les élèves pour voir c'est quoi leur plein potentiel, c'est quoi leurs besoins en amont avant qu'ils entrent à l'école, puis pour qu'ils soient à la bonne place, le bon niveau dès le début et avec les meilleurs services dès le début. Donc, comment ça fonctionne, le guichet d'accueil? Vous pouvez regarder l'image ici, là, ça représente un peu les grandes étapes de notre protocole d'accueil. Tout d'abord, les élèves s'inscrivent à l'école québécoise dans leur école de bassin. En fait, on n'a pas de guichet centralisé pour l'inscription. Mais ensuite de ça, une fois qu'ils sont inscrits, les secrétaires, les CO, peu importe, la personne qui est en charge va envoyer l'inscription au guichet d'accueil à mon adresse du guichet d'accueil. Donc, moi, je me situe vraiment à l'étape 2 et 3, si on veut, plus principalement. Donc, une fois qu'à l'étape 2, les élèves, on sait qu'ils sont inscrits, on sait en temps réel, tous les élèves de 7 ans à 17 ans qui s'inscrivent dans notre centre de service scolaire. On va planifier une date d'évaluation au guichet d'accueil, pour l'instant, dans un centre communautaire principalement, mais des fois, on va évaluer dans des écoles quand il y a un boom d'arrivée dans une école spécifiquement. Ensuite, à l'étape 3, évaluation de l'élève et recommandations de classement. Donc, ça, c'est la journée comme telle d'évaluation d'accueil des familles au guichet d'accueil. On évalue en mathématiques les savoirs essentiels. On s'est vraiment concentré sur ce qui était plus international. Et en français, ensuite, on va évaluer l'oral, la lecture et l'écriture. C'est sûr qu'on a des élèves qui ne parlent pas français, c'est normal. Donc, on va essayer d'évaluer quand même le niveau de littératie des élèves. On va souvent, parfois, aller faire lire l'élève en langue maternelle ou on va lui demander d'écrire dans sa langue maternelle s'il n'est pas capable d'écrire en français pour voir quand même les bases qu'il a. Et avec les outils qu'on a technologiques, on n'est pas professeur de toutes les langues du monde, là, donc, mais avec les outils techno, Google Translate et tout, on est capable d'aller voir si l'élève a respecté le sujet d'écriture, s'il y a une structure, s'il fait des paragraphes. Même visuellement, on voit plusieurs choses, la calligraphie, etc. Donc, ça nous permet de vraiment voir, ça, c'est la beauté du guichet d'accueil, on va voir le potentiel de chaque élève, puis ce qu'il a appris dans son ancienne école, son pays d'origine, parce que ce n'est pas des coquilles vides, là, c'est l'expression que j'utilise souvent dans les milieux pour vulgariser, là, même s'ils ne parlent pas français, ils ont des connaissances, puis on veut qu'ils puissent aller dans un milieu qui va leur permettre d'être le plus près de leur zone proximale de développement pour s'améliorer graduellement. Puis plus ils vont apprendre le français, plus ils vont pouvoir démontrer leur potentiel en classe. Normalement, à l'étape 4, c'est ça, avant, c'est là qu'on faisait l'évaluation langagière. En fait, les enseignants de francisation étaient libérés à chaque nouvel élève, mais depuis la pandémie, avec l'arrivée massive, finalement, on a centralisé ça au guichet d'accueil, ce qui fait qu'une fois qu'ils ont été évalués en mathématiques et en français, ou en littératie, si on veut, on peut faire on envoie un résumé, un courriel, un portrait des acquis en mathématiques
et dans les 3 compétences en français ou en littératie. Pour éviter, dans le fond, les enseignants étaient tout le temps libérés, là, ils ne pouvaient pas donner de service dans les classes tellement il y avait d'élèves, ce qui fait que quand ils arrivent, les enseignants qui reçoivent le résumé de chaque élève peuvent soit placer les élèves dans un sous-groupe existant ou si c'est la classe d'accueil, on va voir quelle classe d'accueil peut accueillir l'élève. Des fois, il y a des écoles qui ont 1, 2 ou 3 classes d'accueil, donc il peut y avoir différents niveaux aussi à ce niveau-là. Je voulais quand même, donc à l'étape 4, là, c'est quand même, on veut responsabiliser les écoles, les équipes écoles. Donc, c'est à ce moment-là qu'eux vont rencontrer la famille, faire l'entrevue initiale pour poser des questions plus précises sur le parcours migratoire et des difficultés de l'élève. Ce que je n'ai pas mentionné, par contre, au guichet d'accueil, on évalue, mais on rencontre quand même les familles. C'est comme une pré-entrevue pour nous guider dans notre classement, savoir si les familles ont vécu plusieurs pays, ont vécu des interruptions de scolarisation pour les enfants, je veux dire. Ce qui peut nous orienter vers un ou autre des services, mais on tient quand même à ce que les écoles fassent l'entrevue initiale, prennent le temps de faire visiter l'école, expliquer les règlements de l'école pour tisser des liens. Donc ça, on insiste beaucoup. Puis des fois, je peux être sollicitée à aller soit accompagner une école qui n'a jamais fait d'entrevue initiale ou mettre sur pied un protocole d'accueil, parfaire leur protocole d'accueil. Donc des fois, ça peut être plus un rôle conseil aussi. Puis ma collègue aussi, Claudia Morel, va en parler un peu par après. Puis finalement, la dernière étape, c'est la journée d'accueil comme telle de l'élève. Ça, c'est important pour tous nos élèves de 7 ans et plus, mais ça l'est encore plus pour les élèves qui arrivent tardivement, donc les élèves au 2e cycle du secondaire, parce qu'il y a plusieurs possibilités qui existent pour ces élèves-là. Puis souvent, ils ont leur mot à dire, ils ont leur opinion, ils connaissent un peu leurs intérêts, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire un peu, pas toujours. Des fois, il y a le fameux ils veulent devenir médecins éventuellement dans les prochaines années. Au guichet d'accueil, on explique un peu brièvement le système scolaire du Québec, mais aussi les divers chemins possibles. Puis ce qu'on essaie de faire comprendre aux familles et aux jeunes, c'est qu'il n'y a pas juste un chemin vers l'université, il y en a plusieurs. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment de trouver le meilleur chemin pour chaque élève. Donc, il faut vraiment avoir en tête la trajectoire globale de l'élève, pas juste comme il arrive puis ça va être ça là, mais qu'est-ce qu'il veut à long terme. Puis c'est pas toujours évident parce que, c'est ça, arrive tardivement, il peut y avoir plus d'écart avec la norme québécoise, le PFEQ. Donc, on prend un temps, on débroussaille au guichet d'accueil, mais des fois, c'est pas assez. Des fois, oui. Quand c'est pas assez, là, on a des fois des rencontres avec la direction de l'école ou souvent, les conseillers d'orientation sont vraiment des bons guides. Là. Émilie Tessier le mentionnait dans sa présentation. Là. Donc, des fois, un appel ou une rencontre Teams, c'est suffisant, mais des fois, on va recommander là, qu'il y a une deuxième rencontre avec la famille et l'équipe école pour vraiment peser les pour et les contre de certaines options. Puis, des fois, en ayant eu le résultat de l'évaluation du guichet d'accueil, ça donne un autre poids pour dire, cette option-là, ça ne sera peut-être pas la formation générale des jeunes tout de suite, ça va peut-être être la FGA tout de suite, la formation professionnelle ou dans 2 ans. Il y a vraiment plein de possibilités. Ça semble beaucoup, mais moi, mon conseil, ça serait de dire de prendre le temps quand même. Tu sais, des fois, on est un peu anxieux, notre anxiété là, de hey, ça fait 2 semaines qu'il est arrivé administrativement, il faudrait qu'il rentre à l'école, mais tout ce qu'on fait en amont va favoriser une transition harmonieuse puis la réussite scolaire des élèves. J'y crois vraiment. Donc, c'est vraiment de prendre le temps puis d'éviter de. Tu sais, on se dépêche, puis finalement, on joue au yo-yo avec le classement des élèves, puis vu qu'ils ont déjà vécu beaucoup de transitions, on essaye d'aller directement à la bonne place. Je laisserai ma collègue Claudia continuer à poser les élèves à grands besoins ou les besoins particuliers. Merci beaucoup, Mylène. Alors, moi, je m'appelle Claudia Morel, je suis conseillère pédagogique en adaptation scolaire pour les élèves immigrants. Ça se déploie de façon à ce que je travaille avec Mylène Gadebois au guichet d'accueil. Moi, mon rôle au guichet, c'est de rencontrer les parents individuellement, pendant que les élèves sont évalués. Lors de ces rencontres avec les parents, alors ce sont pour tous les parents, pour les enfants de 7 à 17 ans, mais c'est encore plus important pour les jeunes du 2e cycle du secondaire qui arrivent tardivement. Donc, je pose certaines questions, mais j'explique aussi le système scolaire, qu'il n'y a pas d'équivalence, le classement selon l'âge au 30 septembre, etc. Donc, je suis le premier lien qui va expliquer plus explicitement comment fonctionne le système scolaire en général.
Ensuite, c'est sûr que je commence aussi à faire un pré-dépistage pour les élèves qui peuvent avoir des besoins particuliers. Parfois, certains parents peuvent arriver avec un rapport professionnel, parfois et le plus souvent, non. Donc, ce qui est très important pour les élèves qui arrivent tardivement, donc au secondaire, ce que je peux faire justement avec ça pour soigner la transition, c'est que je peux aller préparer une présentation plus individualisée en amont du courriel qui va être acheminé dans chacun des milieux, dans le milieu scolaire, pour qui va présenter plus en détail là, les besoins de l'enfant. Je vais m'associer pour ce faire là, à l'équipe classe à direction, les professionnels concernés, donc ça peut être psychologue, psychoéducateur, conseiller d'orientation ou autres. En fait, moi, je vise l'arrimage des différentes expertises pour favoriser l'accueil et l'accompagnement de ces élèves et de leurs familles dans notre système scolaire québécois. Je peux aussi participer à l'entrevue initiale qui se fait dans les écoles. C'est pas moi qui va l'idée, pardonnez-moi l'anglicisme, mais qui va l'idée la rencontre, mais ce serait plus à ce moment-là la direction, mais c'est pour faciliter les questions et aussi transférer le lien souvent que je vais avoir créé avec ces parents-là et les enfants à l'école qui va accueillir justement les enfants, les élèves. Donc, je sollicite beaucoup l'expertise des gens en place pour soutenir les élèves. Je peux aussi soutenir par après l'intégration dans le milieu scolaire, là, les équipes écoles là, pour bien répondre aux besoins des élèves. Je peux aussi, outre l'entrevue initiale, faire des références, aider les écoles à faire des références aux services externes en mariement avec le Centre multiethnique de Québec, qui est l'organisme communautaire là, qui s'occupe principalement de l'accompagnement des immigrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Donc, je peux être un agent pivot. Puis, ça fait pas mal le tour de ce que je peux faire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Ça montre tout en fait effectivement l'importance d'agir en amont pour ensuite pouvoir soigner les transitions. Je vous présente maintenant Marie-Josée Lazure, qui est directrice adjointe aussi au service éducatif du Centre de services scolaires des Samars. Marie-Josée va nous présenter en fait leur modèle de carrefour de francisation. Puis sa présentation va être en lien, en fait, va faire des liens avec la transition entre les services de francisation puis la classe ordinaire au secondaire. Donc, Marie-Josée, je te cède la parole. Merci. Je suis accompagnée moi aussi d'une de mes conseillères pédagogiques en francisation, c'est Marie-Josée Asselin. Un bon matin de Marie-Josée. C'est rare qu'on ait autant de Marie-Josée dans une rencontre. Alors, ça nous fait plaisir de vous présenter nos carrefours d'accueil et de soutien linguistique. C'est le fruit du travail qui a été fait en préparation en 23-24. Donc, cette année, on a vu l'ouverture de la mise en place de ces carrefours-là dans 6 de nos écoles, donc 4 au primaire et 2 de nos écoles secondaires. Ce matin, on vous présente le déploiement dans une de ces écoles-là, mais sachez qu'il y aura beaucoup de points communs au travers. Tout ça, ça va nous permettre là, de vous parler de ce que ça représente dans chacun des milieux. Donc, l'idée derrière les carrefours, c'est un modèle hybride entre la classe d'accueil. Nous avons, nous, qu'une seule classe d'accueil au secondaire pour les grands retards. Sinon, ce sont du service en classe régulière avec soutien linguistique. Donc, le carrefour, c'est un modèle mitoyen entre tout ça qui se rapproche. L'intention était d'offrir le parcours le plus adapté à chacun de nos élèves en respectant le plus possible leur zone proximale de développement. Donc, d'être capable de balancer ce qu'on va offrir en soutien linguistique versus ce qu'on offre en soutien pédagogique. Donc, le modèle se module en fonction des besoins des élèves. Donc, comme Émilie l'a dit, on va se concentrer un peu plus sur ce qui se vit dans les transitions à l'intérieur de l'école secondaire. On peut changer de... Marie-Josée, tu veux y aller? Elle était là tantôt.
Oui, je suis là. Parfait, vas-y. Donc, la structure qu'on a mis en place, c'est ça, je me présente, Marie-Josée Asselin, conseillère pédagogique en francisation. Enchantée de vous rencontrer tout le monde. Donc, la structure d'accueil qu'on a mis en place, c'était parce qu'on avait justement ces classes-là avec 5 heures de francisation par semaine. Puis là, ils intégraient, puis on a regardé tout ça. Puis suite à des rencontres, on a vraiment vu que les valeurs qui voulaient être partagées, c'était l'inclusion, l'accueil, la bienveillance. Puis je trouvais, ou on trouvait que ces transitions-là se faisaient moins harmonieusement dans nos écoles où il y avait plusieurs élèves. Donc, on a mis un protocole d'accueil en place où l'inscription des élèves est toujours faite par la même personne dans l'école, qu'il y a une rencontre avec l'enseignante des LSS qui est prévue pour accompagner des fois les organismes communautaires, les élèves, les parents, comme si c'était un peu une journée zéro dans l'accueil de nos élèves. On a mis aussi en place une équipe d'ambassadeurs, d'ambassadrices qui sont là pour être interprètes lors de cette journée-là. Et puis, ça nous a permis d'identifier qui sont vraiment nos paliers 1 et nos paliers 2, nos grands débutants, ou parfois des franco-parlants qui ont des grands besoins en lecture et en écriture. Donc, toute cette structure-là nous a permis d'accueillir des élèves dans un local, puis tout s'est comme mis en place pour que le service qu'on donne à nos élèves soit bonifié. Du Carrefour est comme né un besoin d'accueillir nos élèves sur l'heure du dîner. Ça nous a permis de monitorer nos élèves sur une période comme assez ponctuelle. Puis compte tenu que c'était tout nouveau, on dirait que toute l'équipe s'est mise en place pour faire vivre ce carrefour-là et puis de mieux intégrer nos élèves lorsque le besoin se faisait sentir. Donc, des 10 heures par semaine, on s'est rendu compte parfois, en les accompagnant sur l'heure du dîner, qu'il y avait des forces dans certaines matières. Ça nous a permis de les intégrer plus harmonieusement dans leur classe au régulier. Ça nous a permis aussi de mettre en place aussi des rencontres avec les conseillères d'orientation pour parler du parcours scolaire de l'élève. Ça nous a permis de les accompagner aussi lorsqu'il y avait un besoin lors d'évaluation sur l'heure du dîner, puis leur donner un coup de pouce. Puis ça nous a permis de tranquillement partir de nos valeurs 22 vers les valeurs 11, puis de faire aussi de cette transition-là qu'elle soit plus harmonieuse. Donc, on se retrouve avec des élèves qui arrivent en valeur 11, qui sont moins souvent confrontés à des échecs. Puis, ça nous a permis aussi de mieux harmoniser toutes les transitions, que ce soit le lieu avec les parents, le lieu avec les organismes communautaires. Et puis, que puis-je dire de plus? En tout cas, vous avez parlé tellement de sujets qui ressemblent à ce qu'on doit aborder aussi. Ça nous a permis aussi d'avoir un lien fort entre notre équipe, qui est un enseignant qui les accueille au Carrefour, après un ou une enseignante qui continue avec nos paliers 3, 4, et puis ça nous a permis aussi un meilleur lien avec toute l'équipe au complet. Puis maintenant, ben, la direction, les enseignants, je suis aussi avec eux pour monitorer tout ça. Puis ça nous a permis aussi de mettre en place des cliniques pour faire un suivi dans les matières FMO. Donc, je vous dirais qu'en gros, ça ressemble à ça. Puis ça nous a permis. Passer, Amélie, à la suivante, parce que là, tu es rendu plus loin maintenant. Oui, c'est ça. Je m'excuse. Voilà. Il n'y a pas de souci. On va essayer de suivre. Fait que là, vous comprenez que dans notre carrefour, on accueille un nombre plus important d'élèves que les groupes de 5-6 élèves qu'on a habituellement. Ce sont nos élèves de palier 1, palier 2 qui se retrouvent. Donc, ce que Marie-Josée vous a exprimé, c'est les rencontres, les cliniques qui sont mises en place. On a basculé plus rapidement nos élèves qui étaient en bulletin FMO vers le bulletin chiffré. Ce qu'on a là comme première donnée qui émane, c'est que le suivi, la fréquence, l'adaptation de la réponse aux besoins des élèves nous permet un passage un peu plus rapide vers le bulletin chiffré en réussite, comme Marie-Josée l'a mentionné. On peut aller à la suivante, Émilie.
Donc, l'esprit du Carrefour, c'est qu'il y a un local dédié où les enseignants d'ILSS se rencontrent, où les enfants se rencontrent, c'est leur lieu à eux. Donc, ça, c'était nos défis actuels parce que dans cette école-là, on avait un enjeu de local. Il y aura des classes temporaires d'ajouter pour 25-26, donc ça sera réglé pour la prochaine année. Dans nos autres milieux, il y a un local dédié pour les carrefours. Donc, ça a permis aussi dans les défis de faire connaître le programme ILSS. On a encore du chemin pour accompagner les dizaines, on est rendu à des centaines d'enseignants ILSS qui arrivent avec plus ou moins de brevets ou de compétences en enseignement, donc à accompagner. On peut aller vers la suivante, Émilie. Les points forts de ce service-là, c'est l'équipe stable et proactive, donc la grande disponibilité des enseignants de francisation, comme il y a un lieu, un point de chute, vous avez compris qu'il y a des ajouts dans les tâches au niveau d'encadrement. On a maximisé le temps d'enseignant pour qu'il soit présent auprès des élèves. Le partenariat est solide, bien sûr, avec l'équipe de conseillance pédagogique, avec les crédits, les autres organismes communautaires. L'espace communautaire, ça va, on l'a bien dit, fait que je passerai au bienfait de l'impact sur les élèves. Ça, tu peux y aller, Marie-Josée. Et comme je le disais tout à l'heure, compte tenu qu'ils ont lieu à eux, le sentiment de sécurité dans l'école a vraiment été ressenti de la part des élèves. Puis, ce que je trouvais quand je suis arrivée au début de mon mandat, je trouvais qu'il n'y avait pas de sentiment d'appartenance qui s'était développé. On aurait dit que tous les élèves étaient comme dans l'école, mais qui n'avaient pas un point de chute ou un lieu. Le bien-être émotionnel de chacun des élèves s'est vu augmenter. Le lien d'attachement puis le lien avec l'école répond à un meilleur bien-être. En fait, il y a un bien-être émotionnel qui s'en est dégagé. Les apprentissages, ça ressemble plus à chacun des élèves qu'on accueille. On dirait, quand on en parle, on est capable d'en faire un portrait. Je sais de qui on parle dans cette école-là, malgré qu'il y a une centaine d'élèves. Puis, tout ce qui est en place fait que ça ressemble à une intégration sociale. Comme Émilie en parlait au début de la présentation, comment c'est important. On dirait qu'ils sont... ils font partie de l'école, puis nous, on dirait qu'on les accompagne vers une vraie intégration au niveau social. J'ai l'impression aussi que leurs compétences sont mieux développées puis mieux actualisées dans notre école. Il semble y avoir un micro d'ouvert. Je vais juste le désactiver, là. Désolée, mesdames, pour le bruit ambiant. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça compléterait un peu. C'est quand même rapide là, pour expliquer un concept, là, mais sachez que les transitions, en fait, de dialogue entre l'enseignant de la classe, les enseignants au secondaire, des matières à l'horaire et des enseignants ILSS se fait de façon beaucoup plus fréquente. Il y a une harmonisation aussi des objectifs en FMO qui se fait de meilleure façon parce qu'il y a concertation entre tous les gens qui gravitent autour de l'élève pour son parcours dans le secondaire. C'est parce que je te laissais du temps pour conclure, Émilie. C'est pour ça que je voyais l'heure. Fait que je me suis dit, c'est correct. Je vais vous laisser du temps pour conclure. Parfait, merci beaucoup. Merci Marie-Josée et Marie-Josée pour la présentation de votre service. Donc, c'est ce qui clôt en fait là, les présentations. Je voulais remercier là, les participants qui sont venus nous présenter leur pratique.